Oscar du meilleur acteur, Philippe Bilger. Oscar du meilleur second rôle, Jean Dorido. Merci pour le second rôle. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un début, il faut un début à tout. Exactement. On les remarque parfois. Oscar du meilleur espoir féminin, Laura Tenucci. Ah, merci. C'est Je ne déjà suis pas mal. qu'espoir alors. C'est déjà pas mal. Indiscutable. Ouais. Oscar du meilleur espoir masculin, Philippe Rossi. Oscar de la meilleure réalisation, DJ Pif. Ah ouais. Ah oui, le film des vraies voix va une nouvelle fois être projeté devant vous, devant vos yeux ébahis sur la chaîne YouTube Sud Radio et bien sûr dans vos oreilles. Tiens, la starlette niçoise, j'ai pas dit la salade niçoise. J'ai dit la starlette niçoise. Merci, Laura Tenucci. Christophe, c'est Non, gentil. parce qu'il ne faut pas tout confondre. Hein. C'est bon, la salade. Il n'y a pas des olives partout. Vous avez déjà assisté aux Oscars, vous, en vrai de vrai, là-bas, à Hollywood, ou pas? Ah ben non, j'aurais adoré. Bah alors J'attendais. Vous qui êtes d'y une aller star avec de vous. la télé? Je ne comprends pas, je n'ai toujours pas été invitée. Ça va pas, ça va pas. Je vais appeler France Télévisions, je vais appeler Madame Ernotte. Allô, Madame Ernotte? Delphine? Delphine, ma chère Delphine, si nous pouvions envoyer la jeune Laura Tenucci au mois d'avril 2021 aux Oscars Mais pour France faut-il qu'elle Télévisions. soit encore présidente? Ah, ou attention, Ouh. attention de ne pas dire du mal de Madame Ernotte, c'est C'est votre une Ah bonne non, idée. j'aime beaucoup, prophétie, j'aime peut-être. beaucoup ma présidente, mais on ne sait pas. Vous savez qu'on a des élections, enfin une nomination dans Ouais. quelques semaines. Ça peut changer, mais elle est candidate quand Ça même. peut changer. Et elle a un bilan. Oui, oui, elle est candidate à sa réélection. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, elle est là, quoi. Bon. Écoutez, on va parler des Oscars reportés à cause du coronavirus. Voilà, c'est avec Jacques Pessis, tout à l'heure dans Les Vraies Voix, vers 17h50. Les Oscars qui auront donc lieu, non pas en février 2021, mais en avril. Parce qu'il faut prendre des précautions, bien évidemment. Le cinéma, j'ai envie de vous dire, pas besoin d'aller à Hollywood. Hein. Pas besoin. Non mais, il suffit d'aller à Dijon. Ça fait des jours que ça dure là-bas. J'ai même envie de dire, c'est pas du cinéma pour le coup. Là c'est la réalité. On a eu un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants avec une bande de barbares tchétchènes venus de toute la France fracasser à coups de barre de fer les habitants du quartier des Grésilles. Et depuis, depuis c'est la guerre, c'est la colère, avec des jeunes qui se baladent armés de kalachnikov et qui sont cagoulés. La police est-elle dépassée? Oui, c'est mon sentiment, elle est dépassée. La police allait-elle dans ce quartier des Grésilles avant ces incidents? Non. Non, elle n'y allait plus. Voilà, elle n'y allait plus, les policiers le reconnaissent. Zone de trafic et zone de non-droit. Voilà, la bombinette qui nous explose à la figure aujourd'hui. Ça se passe à Dijon. Ça se passe dans un quartier de Nice et on en parlera tout à l'heure également avec vous, ma chère Laura, pour essayer de comprendre. On aura également Stéphane Burgat d'ailleurs, qui sera sur place tout à l'heure, peu après 18h, et qui nous racontera ce qui se passe du côté de Nice, où là aussi, entre le trafic de drogue et puis la guerre des territoires, c'est pas triste. Bref, le maire de Dijon, en tout cas François Rebsamen, sera avec nous dans quelques minutes. Marine Le Pen est attendue à Dijon. C'est du pain béni pour le Rassemblement national, ce qui est en train de se passer évidemment. Et moi, je vous le donne en mille. La sécurité va devenir le sujet numéro 1 dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent et peut-être même dans les mois qui viennent en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Bilger, mais la présidentielle, ça va être un sujet, la sécurité, vraiment primordial, peut-être le sujet numéro 1. Mais Christophe, c'était déjà vrai dans beaucoup d'élections présidentielles, mais je pense que ça va le devenir encore plus au cours de ce quinquennat qui se terminera en 2022. Parce que je crois que sans tomber dans le catastrophisme, il me semble qu'on n'a jamais connu une telle effervescence, de telles révoltes, de telles scandaleuses bousculades, agressions. Et bien sûr, je suis tout à fait prêt à soutenir l'idée que personne peut-être n'aurait pu faire mieux. Mais toujours est-il que ce qu'on constate depuis plusieurs mois, ça dépasse l'entendement républicain. Ouais. Non, mais on va reparler de tout ça, situation explosive à Dijon. On va y revenir dans quelques instants, donc avec François Rebsamen, invité des Vraies Voix sur Sud Radio, le maire de Dijon, bien sûr. Un petit mot quand même, parce qu'il faut le dire, c'est l'actualité, c'est ce qui se passe en ce moment à Paris, enfin depuis maintenant plus d'une heure, c'est-à-dire des affrontements quand même entre 250 à 300 Black Blocs
et la police, alors qu'il y avait une manifestation, tout ce qu'il y avait de plus classique, normal, pacifique des soignants, eh bien cette manifestation leur a été volée par des voyous. Dingue. Et donc on va en parler tout à l'heure, on aura des invités qui vont venir nous raconter, et notamment un infirmier qui était dans cette manifestation et qui s'est retrouvé entre les CRS tout simplement et les voyous et qui a été gazé. Et ils en ont marre, et on en a marre de cette situation. Voilà. Bon, Christine Bouillot est avec nous, bonsoir. Bonsoir les vraies voix, bonsoir à tous. Pour changer de sujet, on part du côté de la centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Christine Bouillot, inquiétude. La centrale est placée sous haute surveillance. Que se passe-t-il ? Eh ben, c'est un rapport au vitriol que vient de sortir l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire français, qui a qualifié tout simplement dans son rapport de l'an dernier de très mauvaise le mode de fonctionnement du site de la centrale de Golfech avec ces deux réacteurs. L'agence se montrera très vigilante sur ce qui se passe sur le site avec des performances qui doivent faire l'objet d'une priorité absolue pour l'exploitant, donc pour EDF. Et à ce titre, dit l'ASN, elle assure avoir un suivi rapproché du site tout au long de cette année qui n'est donc pas terminée. Alors qu'est-ce qu'ils disent exactement et que pointent-ils ? L'ASN parle tout simplement d'un manque de rigueur systémique en matière de maintenance, notamment en ce qui concerne les défauts de défaillance. C'est-à-dire qu'il y a énormément une traçabilité qui n'existe pas aujourd'hui. L'an dernier a été marqué par la déclaration de nombreux événements significatifs pour des problèmes de sûreté. 8 sont survenus pendant l'arrêt programmé du réacteur 2, dont plusieurs ont été classés de niveau 2 des incidents lors d'opérations de vidange. En matière de radioprotection aussi, il y a de nombreuses défaillances qui ont été soulignées, mais aussi en termes de maintenance. Et là, l'ASN tout simplement pointe du doigt le problème de dysfonctionnement de la part des responsables de la centrale avec un personnel beaucoup trop, beaucoup plus malmené. Enfin, en tous les cas, c'était du personnel sous-traitant. Et ce personnel pas assez qualifié, puisque EDF est obligé pour des questions budgétaires de faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Et donc c'est ce que pointe l'ASN aujourd'hui. Alors pour rappeler quand même, c'est 1300 mégawatts cette centrale de Golfech qui a. Elle a quel âge cette centrale, oui? Elle a 30 ans. C'est sa durée de vie normale pour l'instant, et elle permet la consommation d'électrique de toute la région Occitanie. Mais déjà en 2018, l'agence de sécurité avait pointé une exploitation dégradée. Le directeur vient de laisser sa place, autrement dit, vient de sauter, mais on attend du côté des responsables et des élus surtout, toutes les commissions locales d'information qui représentent les habitants. On attend des améliorations, mais surtout la transparence en ce qui concerne la qualité de fonctionnement de cette centrale de Golfech, dont le dernier incident remonte tout simplement au début de ce mois de juin. Donc vous voyez, c'est pas très vieux. L'année 2020 est encore loin d'être terminée. C'est quand même incroyable que les infos sur ce genre de sujet passent aussi mal, honnêtement. Très compliqué d'avoir. Non mais c'est dingue. Moi je me mets à la place de ceux qui habitent à côté ou pas très loin. Vous les avez peut-être rencontrés, j'en sais rien, mais. Alors oui et non. C'est-à-dire Golfech, la ville de Golfech, c'est moins de 1000 habitants. Golfech va donner également tout autour de sa zone 38 millions d'impôts, de taxes aussi de ce côté-là. Et il y a des emplois, donc on a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer. C'est toujours le même problème. Absolument. Beaucoup de gens travaillent à la centrale ou indirectement, donc on a du mal à critiquer, ou en tous les cas à dire que l'on est inquiet, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le vieillissement naturel de la centrale va commencer à poser problème dans les prochaines années. Et il y en a plein comme ça, des centrales. Moi, je pense à Broglie-Saint-Louis, à côté de Blaye, par exemple, c'est la même chose. Vieillissement de cette centrale nucléaire, avec tous les problèmes que ça peut représenter derrière. Et les incertitudes, bien évidemment, pour la suite, pour les années qui viennent. Bref, merci en tout cas, ma chère Christine Bouillot. Dans un instant, on part à Dijon, secoué par des violences urbaines dans le quartier des Grésilles, avec Bonsoir Monsieur le maire et François Rebsamen qui sera avec nous. Mais avant, on joue. Ah bah oui, on joue quand même. On se détend un peu, parce que franchement, il y a de quoi se pendre par moment avec l'actualité. On a besoin de détendre. Oh là là. Bon, on vous offre un séjour au parc Spirou près d'Avignon, les amis. Pas mal quand même comme petit cadeau, surtout que pour fêter le déconfinement, voilà, c'est pas mal. Alors ils sont venus, ils sont tous là, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Boule et Bill, et on vous offre 4 passes pour aller au parc Spirou en famille, c'est cadeau. C'est le cadeau des vraies voix cet après-midi, 0826 300 300, allez on va dire, 20e appel. 20e. Noroto. Conditions et rendez-vous atelier sur noroto.fr. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir François Rebsamen.
Bonsoir Christophe Barbier. Merci d'être avec nous, maire de Dijon. Bordet, c'est pas grave. Mercredi dernier, il n'a pas d'écharpe. Non, pas encore. Mercredi dernier, un jeune adolescent de 16 ans est passé à tabac dans un bar à chicha. Quelques heures plus tard, une centaine de Tchétchènes débarquent dans le quartier des Grésilles avec des barres de fer, tapent sur tout ce qui bouge. Et hier, des jeunes cagoulés et armés jusqu'aux dents sèment la pagaille de ce quartier, dans ce quartier, avec des revolvers et des kalachnikovs. François Rebsamen, avant de parler du fond de l'affaire, Marine Le Pen est dans le quartier des Grésilles à l'heure où l'on se parle. Votre ville lui donne une occasion en or de dénoncer l'immigration et les trafics. Vous en pensez quoi? D'abord, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans le quartier des Grésilles, parce qu'elle n'est pas bienvenue à Dijon. Elle n'est pas bienvenue dans ce quartier. Et elle n'est pas interdite non plus? Non, bien sûr, bien sûr. Je dis, elle n'est pas bienvenue. Je n'ai pas dit qu'elle était interdite. C'est pas la même chose. Et donc, elle n'est pas bienvenue. Le candidat du Rassemblement national a dû faire 6,5 sur Dijon. Donc, voilà, Dijon n'est pas une ville d'extrême. Dijon n'est pas une ville de l'extrême droite et l'extrême droite ne fera pas son lit des événements qui sont là et qu'il faut traiter autrement que par la démagogie habituelle de Mme Le Pen. Sans être démagogue, évidemment. Mais quand même, quand on voit ce qui se passe, quand on regarde ces images, vous les avez vues vous-même, ces images, évidemment. Bien sûr. Bon, c'est la loi de la jungle qui est à l'œuvre dans ce quartier de Dijon. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ben non, pas du tout. Ben, il faut m'écouter. Si vous voulez Je vous écoute. Si vous voulez en savoir plus, il faut m'écouter. Donc voilà, un jeune, effectivement, ce que vous avez dépeint était juste. Et une bande de Tchétchènes qui venaient de toute la France, voire de l'étranger, entre 150 et 200, sont arrivés pour faire respecter leur propre justice, qui n'est pas celle de la République, bien sûr, à savoir la vengeance. Et donc, pourquoi? Parce que, bien évidemment, les jeunes qui avaient tabassé ce jeune Tchétchène n'ont pas été arrêtés, ces voyous, n'ont pas été arrêtés ni sanctionnés. Et donc, c'est pas une raison pour autant pour se faire vengeance. Mais c'est comme ça que la communauté tchétchène l'a fait. Je n'y peux rien. Je n'avais jamais vu de Tchétchène avant. Je les ai vus avec des barres de fer et des battes de baseball. Pendant 3 jours, ils ont fait régner la terreur, la peur sur ce quartier, qui est un quartier paisible de la ville de Dijon, contrairement à ce qu'on peut raconter, parce que Dijon est une ville calme, où la délinquance est à un niveau très faible, même s'il y en a, et même s'il y a trop de drogue sûrement ici ou là. Et donc, j'ai été obligé d'appeler le ministre de l'Intérieur pour demander des renforts de police conséquents afin de garantir la sécurité des habitants de ce quartier, ce que j'ai fait. J'ai obtenu des renforts de police en nombre. Mais ils ne sont venus que lundi soir. Et de vendredi soir jusqu'à lundi, eh bien, les Tchétchènes ont cherché à retrouver ces voyous, pas qu'à Dijon d'ailleurs, dans d'autres communes de la commune voisine, oui. Voilà, et donc hier soir, au moment où, avant que la police n'arrive, les forces de police, les renforts de police n'arrivent. Quand je dis renforts de police, c'était conséquent, c'est-à-dire gendarmes mobiles, raids, etc. Avant qu'ils n'arrivent, d'autres voyous se sont substitués à la police et ont tenté de faire croire qu'ils faisaient régner, j'allais dire, des milices d'autodéfense sur ce quartier. Ils ne sont pas forcément d'ailleurs de ce quartier. Il y en a qui viennent des Mureaux, voyez-vous, donc c'est pas des Dijonnais pour autant. Et donc ce quartier n'a pas la réputation de se promener où on peut se promener avec des armes. Et est-ce que ces armes étaient réelles ou factices? Je n'en sais rien. Sur certaines vidéos, elles sont réelles, visiblement, puisqu'on entend qu'ils tirent en l'air, etc. À moins que ce soit des pistolets à pétard comme on avait quand on avait 5 ans, mais ça m'étonnerait quand même. Moi, je me méfie toujours des vidéos qui sont postées comme ça, vous savez. Donc moi, je ne porte pas de jugement à partir de là. J'ai demandé immédiatement à la police qui venait d'arriver d'intervenir pour chasser ces voyous qui étaient là, ces petits caïds de rien du tout qui étaient là et qui semaient la terreur eux aussi après les Tchétchènes. Et donc la police est intervenue, a stoppé les bris et les incendies de véhicules et de poubelles qui se déroulaient et en 1 heure a rétabli l'ordre. Donc vous êtes en train de nous dire, François Rebsamen, que ni vous ni la police n'avez été débordés à un quelconque moment dans cette affaire. C'est ça quand même. Si, on a été débordés, puisque pas moi, parce que moi je suis maire de Dijon, je ne suis pas le responsable de la police nationale. C'est un sujet de la police nationale, c'est pas un sujet
uniquement du maire. Et donc, d'ailleurs, les électeurs s'y sont pas trompés. Non mais ce quartier des Grésilles, vous dites c'est un quartier qui est calme, etc. Je connais un peu Dijon, je suis déjà venu vous interviewer dans votre bureau il y a quelques années et j'en garde d'ailleurs, je tiens à le dire, un excellent souvenir. Mais au-delà de ça, il y a quand même des policiers dijonnais qui disent attendez, dans ce quartier, beaucoup de policiers n'y allaient plus déjà. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est c'est ce que certains disent. Alors, je voudrais bien les entendre me dire ça en face. Et je voudrais bien qu'ils disent ça à la radio. Donc c'était pas une zone de non-droit? Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Alors ça, c'est une contre-vérité. J'y étais encore ce matin. Non, absolument pas, et j'y vais régulièrement. On peut aller faire son marché le jeudi matin. Qu'il y ait quelques voyous dans ces quartiers, bien sûr, comme dans d'autres d'ailleurs, mais pas plus, pas moins, et c'est pas vrai que c'est une zone de non-droit. Dites-moi, François Rebsamen, c'est tchétchène. Faut qu'il soit expulsé, comme le demande d'ailleurs l'Élysée cet après-midi. Mais évidemment, s'ils sont, d'abord il faut qu'ils soient arrêtés. S'ils sont en France, il faut qu'ils soient arrêtés, il faut qu'ils soient jugés. Mais voilà, mais vous savez, c'est toute la chaîne qui fonctionne plus. Je me permets de vous le dire simplement. Toute la chaîne, c'est quoi? C'est d'abord, il faut de la dissuasion. D'abord, il faut même de la prévention. La prévention, c'est qu'il faut des éducateurs de rue dans ces quartiers de la politique de la ville pour accompagner ces enfants qui sont français et dont on a fait pour certains des petits voyous. Et donc, moi, vous savez, je suis pas tendre, vous le savez très bien là-dessus. En matière de sécurité, je passe pour un des sécuritaires de la gauche. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut absolument qu'il y ait de la prévention. Après, il faut qu'il y ait de la dissuasion. La dissuasion, c'est la présence des forces de police sur le terrain. Mais depuis que Nicolas Sarkozy a supprimé 10 000 postes, on n'en a plus. Et s'est transformé en une police de maintien de l'ordre. Et donc, elle n'est plus sur le terrain. J'ai fait des propositions dans un journal du dimanche précises sur ce sujet. Comment retrouver une police de proximité? Parce que c'est ça que les habitants demandent. Des gens en qui ils peuvent se confier, dans lesquels ils puissent avoir confiance. Mais elle ne peut plus parce qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les manifs contre les retraites, il y a eu les manifs, et il y a des heures et des heures de travail. Ils sont exténués, les policiers. Ils ont fait un travail formidable. Moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent les policiers. Est-ce qu'il y a assez de policiers d'ailleurs à Dijon? Mais non. Pas qu'à Dijon, mais mes collègues maires d'autres communes du sud de la France, que ce soit Cannes, Nice, pensent exactement la même chose que moi, ou d'autres en France pensent la même chose que moi. On manque de policiers dans ce pays. De la même manière qu'on manque de juges, parce que après, quand les policiers ils arrêtent des voyous, ces voyous, ils passent pas au tribunal tout de suite, ils passent au tribunal 9 mois, un an et demi après. Comment voulez-vous que la sanction ait une valeur exemplaire quand c'est un an après, et quand on les retrouve un an après, bien évidemment. Donc, on va demander l'avis. Écoutez, François Rebsamen, ça tombe bien ce que vous dites, parce que dans les vraies voies, il y a un magistrat honoraire bien connu, c'est Philippe Binger qui est avec nous. Philippe Binger, il va dire la même chose que moi. Il va dire la même chose que moi. Voilà, Philippe Binger, vous venez d'entendre François Rebsamen qui dit bon, il n'y a pas assez de policiers aujourd'hui, ça c'est une première chose pour faire en sorte que l'ordre soit vraiment rétabli, et puis deux, il faut que la justice fasse son travail. Vous répondez quoi? Monsieur le maire, j'ai lu récemment au sujet de ce qui s'est passé à Dijon votre constat en disant la justice est trop lente et la police n'a pas assez de moyens, et je vous rejoins totalement. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'au-delà de Dijon, une certaine faiblesse d'autorité de l'État nous entraîne vers une forme de justice privée ou parfois même communautariste, et que c'est très préoccupant pour le climat démocratique? Moi, je suis tout à fait en phase avec vous, je voulais vous le dire. Totalement. Vous savez, j'en arrive, par exemple, à employer des sociétés de surveillance pour remplacer le manque de policiers, souvent. Et donc, effectivement, on peut dire que maintenant, la sécurité privée concourt à la sécurité publique, ce qui est quand même assez surprenant, mais c'est vrai. Deuxièmement, dans notre ville, mais peut-être ailleurs, c'est pas le cas, dans notre ville, nous n'avons pas de tentation de justice communautariste, mais peut-être ça existe ailleurs. La ville de Dijon est une ville réputée, malheureusement, elle en a perdu un peu la réputation, mais très calme, voire assez calme. Mais je partage tout à fait ce que vous dites. Et il y a il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser ensemble. La première, c'est comment cette société arrive à produire des jeunes délinquants, voyous qui ne respectent rien, comme cela se passe dans certains quartiers. Ça, c'est une première question, parce qu'elle nous interroge tous. Comment ces jeunes Français peuvent-ils en arriver à un tel déni, voilà, à faire des rodéos, à saccager l'espace public? Voilà, ils ne le font pas tous, heureusement, mais il y en a beaucoup, et ceux-là, il faudrait qu'ils soient mis à l'écart et éduqués.
Alors, on pourrait dire. Bah oui, les parents ne le font pas. Donc, effectivement, parents vous avez le font raison. La Les PJJ non parents le plus. font hein. sûrement pas assez. Les Et parents la le font PJJ non plus. Non, Voilà, faudrait quand même le faut rappeler rappeler. ce que c'est d'ailleurs. La protection Non, judiciaire de la jeunesse. Oui, mais ils sont pas. C'est un désastre. C'est un naufrage. Ils sont pas assez nombreux. Le problème, c'est ceux qui sont déjà dans la délinquance, et c'est ceux-là qu'il faut traiter. Et ceux-là, pour les traiter, je pense que il manque beaucoup, le service militaire obligatoire pour ces jeunes-là, parce que ça au moins leur apprenait des règles de vie en commun, parce que là, c'est leurs propres règles qui s'imposent aux autres. Donc, moi, je suis très très remonté là-dessus. Mais je l'ai dit, ça fait plusieurs années que je le dis, et donc j'ai l'impression de prêcher un peu dans le désert. Allez, on va demander à Laura Tenoudji qui est avec nous. Laura Tenoudji, elle est à Nice, et à Nice aussi. Il y a un quartier ces derniers jours qui a fait parler de lui. Trafic de drogue et guerre de territoire. C'est dans beaucoup de quartiers en France aujourd'hui qu'on retrouve ces situations, Laura. Oui, c'est à Nice, dans le quartier des Liserons. Mais je pense que le confinement n'a rien arrangé par rapport au trafic de drogue, parce que c'est un quartier qui a toujours été sensible à Nice. Donc, c'est pas nouveau. Il ne se réveille pas maintenant en même temps que le quartier de Dijon. Et forcément, le confinement a perturbé tout le trafic de drogue. Donc, aujourd'hui, c'est des quartiers qui sont connus pour ça et qui se réveillent. Donc, on a quand même la sensation, je trouve, j'ai écouté François Rebsamen, dire qu'effectivement, on manque de moyens. Il y a une semaine, on était ensemble, on parlait de la police nationale qu'on dénonçait. Aujourd'hui, on a besoin d'elle. Moi, je n'ai jamais dénoncé la police nationale, moi. Pas vous, non. Vous, je disais, nous, dans vous avez toujours été un socialiste vigoureux. Qui critiquait la police nationale par rapport à ce qui s'était passé aux États-Unis à l'affaire Traoré. Donc, il y a une semaine, on n'a plus besoin. On était acharnés, je parle des réseaux sociaux, on voyait des commentaires horribles. Aujourd'hui, on a besoin d'eux. Et en plus, ils sont en sous-effectif, ils travaillent dans des conditions quand même assez précaires. Donc, je pense qu'il est temps, tout ça pour nous dire de reconsidérer notre police nationale comme on doit reconsidérer, on l'a vu, les soignants, et il y a une vraie réforme à faire. Sinon, ça va monter de plus en plus. Regardez les réseaux sociaux. Les vidéos, je suis d'accord, on ne connaît pas l'authenticité de toutes les vidéos, mais il y a des vidéos qui circulent qui font très très peur. C'est très violent. Très violent. C'est très violent. Jean Dorido. Non, écoutez, je crois que en un mot, c'est 30 ans d'échecs cuisants de politique de la ville, d'une espèce de culture de l'excuse qui arrive à ce genre d'extrémité. C'est absolument tragique. Les parents n'élèvent peut-être pas les enfants, la PJJ non plus. Je crois qu'il faudrait vraiment revoir beaucoup de choses sur la formation des éducateurs et sur comment faire en sorte que la République puisse éviter ce genre de situation inouïe. Si vous permettez rapidement, parce qu'on est en retard déjà. Je partage le constat, mais c'est trop simple. Je connais ces formules un peu toutes faites. Ne m'en voulez pas sur la politique de l'excuse. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans l'ensemble de notre pays, une dizaine de milliers peut-être de jeunes qui sont aujourd'hui des jeunes délinquants connus défavorablement, comme on dit, des personnes de police, des policiers. Et donc, il faut absolument les mettre à l'écart, les sanctionner, leur apprendre autrement la vie. Il faut les mettre dans les centres d'éducation. J'ose pas. Il y a du boulot, Il y a du job. Oui, mais bien sûr qu'il y a du boulot. Et François Rebsamen, pour se quitter rapidement, ce qui se passe à Dijon, c'est pas un peu l'échec de Castaner quand même aussi, honnêtement? Non, j'ai rien. Non, c'est vrai que c'est un très bon ministre de l'Intérieur, on est tous d'accord. Je ne veux pas porter jugement sur Castaner. Bah oui, mais enfin, c'est quand même lui qui mène les troupes. Ça a été. On pourrait dire que c'est presque le président de la République qui décide de tout ça. Oui. Donc, ça fait plusieurs. Oui, c'est vrai, une trentaine d'années où on est dans un échec relatif et il faudrait tous en prendre conscience. Ça devrait nous rassembler tous plutôt que nous diviser pour qu'on ait enfin une continuité de l'action publique pour traiter ces cas. Bon, merci beaucoup François Rebsamen d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio en tout cas, et puis on va suivre, on va continuer de suivre ce qui se passe du côté de Dijon bien évidemment. Allez, dans un instant, le match des Vraies Voix, on va débattre du professeur Jérôme Salomon. Pourquoi Jérôme Salomon? Parce que c'est le premier auditionné en ce moment par la commission d'enquête parlementaire sur le coronavirus, et bien sûr on attend ses explications, notamment sur la gestion des masques. Mais tout de suite on joue. Et on vous offre un séjour au parc Spirou près d'Avignon avec Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Boule et Bill. 4 passes pour aller au parc Spirou en famille. C'est le cadeau des Vraies Voix cet après-midi. On avait dit 20e appel au 0826 300 300. Et c'est Patrice qui gagne. Bravo Patrice. Bravo Patrice. Merci. Ça va Patrice? Eh bien, très bien. Bon, très bien. Vous nous appelez d'où Patrice?
Alors, je vous appelle de Castelnau de Fretefond. C'est où, ça? Au nord de Toulouse. Au nord de Toulouse, en fait. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Bon, Patrice, va falloir prendre la voiture pour aller jusque du côté d'Avignon, mais ça, c'est un détail. Exactement, c'est pas grave. Mes petits seront contents. Bon, ben super. Merci beaucoup. Vous nous écoutez régulièrement? Eh bien, tout le temps, parce que je suis facteur, en fait, donc je suis tout le temps sur votre antenne. Bon, ben vive les facteurs et Exactement. vive la France. Merci et bravo. Allez, à tout de suite. De l'actu. Le match de l'actu, on accueille Mohamed de Perpignan. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir à vous et à vos auditeurs et vos invités. Comment ça va Mohamed? Ben ça va. C'est la forme à Perpignan? C'est la forme, vivement l'été, c'est un peu gris, mais enfin, ça va. Bon. Mohamed, l'actu est chargée? Ouais, je vois, oui. Eh ben, écoutez... Bon, qu'est-ce qui vous énerve le plus là aujourd'hui, vous, dans l'actu là? Qu'est-ce qui vous fait un peu monter dans les tours? Eh ben, je crois que c'est un petit peu cette histoire de Tchétchènes et de Maghrébins qui arrivent et qui prennent un petit peu tout un quartier en otage. Alors que là, on sait quand même, on connaît la minorité des petits voyous qui sont là. Et comment ça se fait qu'on fait rien? Je veux dire qu'on attend un petit peu que ça éclate comme ça alors que je pense que la majorité des gens qui habitent, c'est des gens qui ont envie d'être tranquilles, qui ont envie de vivre normalement. Tranquille. Et puis voilà, c'est tout, c'est ça la vérité. Et on les connaît, je pense. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est comme tout le reste dans la France. On s'est aperçu qu'il nous manquait à l'hôpital du matériel, il nous manquait des infirmières, des médecins, il nous manque des gendarmes, des quartiers qui sont laissés pour compte. Est-ce que c'est une histoire politique où réellement on n'a pas les moyens? Et ça, on a l'impression que en ce moment tout est un peu à l'abandon. La politique interprofite de tout ça, c'est un petit peu dommage. Bah oui. Et puis tout ça, évidemment, tout ça, si on parle de Dijon par exemple, mais c'est la même chose à Nice. On en parlait il y a quelques instants. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'à chaque fois, tout ça se fait sur fond de trafic de drogue, sur fond de trafic d'armes, et que tout ça forcément est lié. Tiens, d'ailleurs, pour y voir plus clair, Richard Chitli est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Lyon et auteur de La guerre des stupes chez Talendier Éditions. Drogue et armes vont de pair, je viens de le dire. Bon, c'est pas nouveau, mais avec cette histoire de Dijon, j'ai un peu l'impression, je sais pas vous ce que vous en pensez, qu'on découvre la Lune. C'est vrai que de façon très spectaculaire, cette affaire de Dijon nous montre l'importance de la circulation des armes dans les quartiers qu'on appelle sensibles. Là, on voit à l'image d'ailleurs des armes très variées, des armes puissantes, qui ne sont pas des armes factices, puisqu'on entend les coups de feu. Et là, alors le maire de Dijon n'était pas convaincu tout à l'heure. Il attendait de voir les armes en vrai presque. Bon, bah écoutez, moi je l'invite à venir en reportage avec moi dans les cités sensibles de la région lyonnaise et il verra que les armes lourdes circulent de manière permanente. Et effectivement, c'est pas une nouveauté. Ça fait des années que ça dure. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la circulation, la présence des armes, que ce soit des armes de guerre ou des armes de poing, c'est quelque chose qui est récurrent dans les quartiers depuis de nombreuses années. Moi, je vais vous dire un souvenir qui date d'il y a 20 ans. C'était à la foire de Lille qui a lieu tous les ans fin août début septembre, qui prend toute la ville. Vous avez des exposants dans toute la ville. Et un jour, j'arrive dans une rue, il y avait des exposants et il y avait un type qui vendait des fusils de toutes sortes, mais des vrais, comme ça, sur une grande table, ni vu ni connu, personne lui disait rien. Bon ben voilà. Après on se dit mais c'est bizarre, il y a des armes. Mais attendez, mais c'est en permanence, ça arrive de partout, ça arrive des pays de l'Est depuis combien d'années? Combien d'années? C'est vrai que dans les banlieues lyonnaises, le fait de s'approvisionner en armes est quelque chose d'assez aisé. Et on le voit à travers chaque affaire de banditisme en réalité. La semaine dernière, je couvrais un procès de trafiquants de cannabis. Vous savez, ces trafiquants qui font des go fast, qui remontent depuis le Maroc et l'Espagne des cargaisons de drogue. Et quand les enquêteurs de la police judiciaire ont interpellé un de ces suspects, donc une affaire assez récente qui remontait à 2017,
ils ont trouvé dans le tiroir de sa table de nuit un pistolet chargé. Voilà, c'est pour vous dire que les trafiquants dorment avec leurs armes. On n'est jamais trop prudent. Non, mais c'est dingue. Ça, c'est pas un phénomène nouveau, si vous voulez. Voilà. Donc, dans chaque affaire de banditisme et de trafiquants de drogue notamment, on trouve la présence d'armes puissantes. Quelles sont les filières justement pour l'entrée des armes en France? Je parlais des pays de l'Est, vous parliez du Maroc là pour le cannabis. Quelles sont les filières habituelles? Alors, ces dernières années, la filière la plus importante, alors par définition, c'est effectivement des trafics illicites et qui sont particulièrement cachés et particulièrement difficiles à démanteler. Néanmoins, les armes qui ont été retrouvées à l'occasion de perquisitions et d'opérations de police ont montré que la principale filière ces dernières années provenait des pays de l'Est et notamment de la fin de la guerre des Balkans. Là, il y a eu des stocks d'armes qui ont été livrés, si vous voulez, dans des mains délinquantes et qui sont retrouvés un petit peu partout en Europe. Ça a été une filière très importante et qu'on retrouve régulièrement. On trouve aussi, alors c'est plus vrai pour la région lyonnaise, on est à proximité de la Suisse. Il y a aussi des approvisionnements qui viennent de collectionneurs suisses. Très souvent, on voit dans les affaires de banditisme des armes qui proviennent de Suisse, d'Allemagne, etc. Voilà. Bon. En tout cas, il y a quand même une chose très intéressante dans tout ça, c'est que le trafic de drogue et les armes sont donc bien liés. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que l'un, évidemment, sert l'autre, si je puis dire, puisque l'argent de la drogue permet évidemment d'acheter des armes. Et puis alors, moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, très rapidement, est-ce que la France lutte assez contre ce trafic d'armes? Ça, c'est une question qu'on pose souvent et j'aurais tendance à répondre non à votre question. Pourquoi? Parce qu'on voit que les stocks d'armes sont toujours aussi importants. L'affaire de Dijon le révèle au grand jour. Mais nous, récemment, à Lyon, il y a eu une fusillade dans un quartier de Villeurbanne qui a montré que des petits dealers de quartier, et là, je ne parle pas de gros trafiquants qui font des go-fast, des petits dealers de quartier se défendaient leur territoire à coups de Kalachnikov. Et là, ça devient très dangereux parce qu'ils ne savent pas se servir de ces armes de guerre. Et ça peut faire des blessés, des morts. C'était en pleine rue, en plein jour, si vous voulez. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire des autorités pour essayer d'endiguer ce phénomène et essayer de retrouver, de limiter un maximum ces stocks d'armes. Là, c'est vraiment un phénomène qui devient très inquiétant. Avant, c'était les gros voyous qui savaient un peu manier les armes et puis qui les utilisaient pas forcément très souvent. Là, on a un phénomène nouveau. On a des jeunes délinquants qui ne savent pas s'en servir et qui les utilisent à tort et à travers. C'est ça qui devient inquiétant aujourd'hui. Merci Richard Chitli, auteur de La guerre des stupes chez Talandier. Mohamed, vous vouliez dire un mot? Oui, puisqu'on connaît, on sait que ces armes suivent un petit peu la filière de drogue et tout ça. Souvent, les jeunes délinquants, on les connaît. Comment ça se fait qu'en même temps, on n'arrive pas à saisir ces armes, qu'on les laisse entre les mains de ces jeunes? Je crois que c'est ça. Je veux dire, en plus, pratiquement tous ces jeunes sont à peu près fichés. Et comment ça se fait que ces armes traînent comme ça, alors que c'est très dangereux? C'est ce que je ne comprends pas. Philippe Binger, qui quand même connaît bien la justice, etc. Mohamed se pose une question que beaucoup de Français se posent. C'est-à-dire que beaucoup de ces gens-là sont connus, on sait qu'ils trafiquent, qu'ils ont des armes, etc. Et on a l'impression que la police et la justice derrière ne font rien. Alors Christophe, je ne veux pas excuser à tout prix l'inactivité de la justice ou de la police, mais l'état de la France en profondeur est devenu tellement lamentable sur le plan des transgressions qu'on ne peut pas reprocher à ces forces de n'être pas partout. Elles manquent de moyens, le maire l'a dit tout à l'heure, mais je comprends l'indignation de Mohamed, mais on ne peut pas tout vouloir en même temps. Oui. Mon cher Dorido, je crois que vous aviez envie d'intervenir dans ce débat. Plusieurs choses, effectivement, sur les propos de Richard Chitli. C'est vrai qu'on parlait de la culture de l'excuse. Ça a commencé précisément à Lyon avec les émeutes de Vaux-en-Velin il y a 30 ans. C'était en 90. Depuis, la situation ne fait que se dégrader. Et pour répondre à Mohamed sur la difficulté à arrêter ces jeunes et à retirer ces armes du marché, c'est que le trafic de drogue génère tellement d'argent en France. Rien que le trafic de cannabis est évalué à 1 milliard d'euros par an. Et je rappelle quand même au passage
qu'on a intégré ce chiffre-là dans le PIB. Dans le PIB. Bah oui, écoutez, on n'arrête pas le progrès. Et donc, si vous voulez, il y a tellement d'argent. Non, je fume pas, mais c'est la vérité. Quand bien même on réussirait à retirer des armes, automatiquement, le relais est pris. Et même quand on met des gamins en prison, parce qu'ils sont souvent très jeunes, pour faire le guet, etc., eh bien, il y a une relève qui est assurée et c'est absolument terrible. Bon, Mohamed. Oui. Alors, ce qu'on dit, si je comprends bien, c'est-à-dire, voilà, ces armes, on ne peut pas les retirer parce que ça génère énormément d'argent. Ça fait vivre beaucoup de monde, donc ça veut dire on laisse des familles entières aux mains d'une minorité et faire la loi dans des quartiers. Quand, au lieu que, Mohamed, quand on imagine qu'on a fait quand même rentrer, je le redis, cet argent de la drogue et du cannabis dans le produit intérieur brut du pays, on se dit mais on marche sur la tête. Mais qui a décidé ça? Qui a décidé ça? Le politique. Oui, ça veut ceux dire qui nous laisse... gouvernent. Quelle indignité. Donc ils couvrent tout ça. Ça veut dire qu'on laisse je les accuse de couvrir tout ça. Voilà. On laisse des quartiers entiers livrés à eux-mêmes, à une minorité de personnes qui gèrent ça. Bon. Et on se la joue droite-gauche. C'est lamentable. Mohamed, parlons un petit peu, tiens, si vous le voulez bien, du professeur Jérôme Salomon. Premier auditionné en ce moment par la commission d'enquête parlementaire sur le coronavirus à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, on attend ses explications sur la gestion des masques. Mohamed, tiens, si Jérôme Salomon était face à vous après toutes ces polémiques sur les masques, là, vous lui diriez quoi? Ben, je poserai la question comment ça se fait qu'on a géré si mal les masques. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont au-dessus de lui, qui lui imposent un petit peu ce qu'il doit dire? Et je voudrais pas qu'on gère Jérôme Salomon, qu'on le juge tout seul. Il faudrait que le Premier ministre aussi soit entendu. Il faudrait que les 12 scientifiques soient entendus et qu'on prenne le temps. Et je crois que ça dure 6 mois l'audition. Oui. Voilà. Mais pendant 6 mois, il ne faudrait pas qu'il y ait d'élection politique, de manière que cette affaire se juge tranquillement sans qu'elle soit reprise par l'un ou l'autre. Ouais. Ouais. Bon, il y aura les municipales, mais c'est rien, les municipales. Il y a les régionales ou les départementales. Oui, non, mais d'ici 6 mois, oui, les régionales, c'est quand? C'est au mois de... C'est bientôt. C'est mars-avril 2021, un truc comme ça. Oui, bon. Et si on les maintient à la même date? Si on les maintient à la même date, on verra bien. Est-ce que ça ne va pas te récupérer? Parce que 6 mois, si vite fait, bon, bah, après vous avez 6 mois de campagne, et ben voilà. Non, mais de toute façon, ce qui est sûr, je ne sais pas si on va noyer le poisson ou pas, de toute façon, c'est filmé, de toute façon, ils sont quand même tous obligés de parler devant la commission en jurant, sous serment, et donc en jurant que leurs propos sont bien réels, sinon ils ont des amendes et de la prison potentielle, donc il faut quand même faire gaffe. Alors, je ne sais pas si la commission de l'Assemblée nationale sera excellente ou pas, puisqu'elle est en large majorité composée de la République En Marche et donc de la majorité, mais quand même. Laurence Tenouji, pourquoi j'ai envie de l'appeler Laurence? Ça vous va bien, Laurence, tiens, finalement, Laura? Mais écoutez, pourtant, elle n'a rien d'un homme. Oui. Non, mais pas Laurence d'Arabie, en douillette. Bon, Laura Tenouji, non mais sur les masques, Non, sur les masques, s'il vous plaît, sur les masques, on avance. Sur les armes, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on peut arriver à trouver sur Internet facilement, donc c'est assez déconcertant de voir qu'on se pose la question. Non, mais on se pose la question, vous avez dit de la provenance, mais après, quand on veut les acheter, vous avez dû entendre parler du dark web. Oh ben ça oui, bien sûr, oui. Il faut vous rappeler ce que c'est quand même. Mais... On rappelle le dark web, c'est au lieu de passer par un navigateur classique que vous pouvez avoir comme Safari, Firefox, enfin tous ceux qui existent, vous passez par un navigateur qui est caché, où là, c'est la porte ouverte à tous les excès. Et vous pouvez écrire que vous recherchez une Kalachnikov, vous la trouvez. C'est là où on trouve énormément de réseaux terroristes, de pédophilie. Et aujourd'hui, Christophe, il faut aussi dire que la vente d'armes se passe aussi sur les jeux en réseau. C'est-à-dire que quand vous voyez tous ces jeux en réseau comme Fortnite, les vendeurs et les acheteurs arrivent à échanger de manière cryptée sur tous ces jeux qui existent. Donc ça devient d'une facilité, et effectivement, on ne comprend pas que de la même manière qu'il y a des hackers positifs, pour ces choses-là, il y a aussi des hackers qui travaillent dans les services de police qu'on n'arrive pas à mettre fin à ça. Bah oui. Et encore une fois, c'est ce qu'on dit. Il faudrait plus de policiers. Il faudrait plus de policiers effectivement chargés de ce genre de choses. Bon, ben on vous entendra pas sur Jérôme Salomon parce qu'on n'a plus le temps. Pardon, excusez-moi, mais j'avais envie de dire. C'est comme ça. Hein.
C'est la pendule qui gouverne, c'est pas les vraies voix, c'est la Je pendule. sais. Allez, on continue bien évidemment les vraies voix parce que dans un instant, on va parler. Et vous savez que devant Denise Gray. devant Denise Gray, hein, Michel Simon. Ah, devant Michel Simon même. Ah ouais, d'accord. Oui. Bon, ouais. Vous savez que moi, je vais vous dire un souvenir, tiens, puisqu'on y est. J'étais très ami avec un type qui s'appelait Jean Lefebvre et Jean m'invite un jour au théâtre et c'était sa dernière pièce de théâtre. Et on parle de vieillesse malheureusement et c'est vrai que j'étais très triste pour lui pour une raison très simple, c'est qu'on ne comprenait plus ce qu'il disait sur scène. Et c'est absolument terrible quand on sait qu'il a joué avec Bourvil, qu'il a joué avec De Funès, etc. Les plus grands. Et c'est vrai que c'était un choc. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler dynamique avec vous, mon cher Jacques. Le cinéma, les Oscars repoussés de 2 mois, décalés de 2 mois à cause du coronavirus. Hein. Exactement. Et finalement, ce décalage est normal quand on mesure la cérémonie qui coûte quand même 30 millions de dollars par an. Parce qu'il y a l'organisation, il y a les bulletins de vote, il y a les DVD aux votants, il y a le bal qui suit la cérémonie. Et les producteurs investissent également 5 millions de dollars dans des campagnes de communication parce qu'il faut faire du lobbying pour avoir une chance d'avoir cet Oscar. Et le record du lobbyiste qui a remporté 86 Oscars, c'est un certain Harvey Weinstein. Depuis, il a gagné un 87e Oscar, l'Oscar de police. Trop connu. Hein ? Trop connu. Oui, mais ça marche encore. La seule chose gratuite sont les robes portées par les stars, offertes par les grands couturiers, parce que pour eux, c'est une campagne de communication formidable. Il y a 55 millions de téléspectateurs qui suivent la cérémonie. Cérémonie d'Oscar qui a débuté le 16 mai 1929, mais devant 270 invités seulement. Elle a duré 10 minutes. Ça s'appelait les Academy Awards et ça s'est passé à l'Hollywood Roosevelt Hotel. Et le nom d'Oscar a été choisi en 1934. Et pourquoi ça s'appelle les Oscars ? Qui a trouvé ce nom d'ailleurs ? Il y a 2 versions. D'accord. Il y a 2 versions. D'abord, la statuette représente un chevalier sur un socle qui est debout sur un film qui tient une épée dans ses mains gantées. Bon, un jour, il y a un membre de l'Académie, une femme, Margaret Herrick, qui trouve que ce chevalier ressemble à son oncle qui s'appelle Oscar. Deuxième hypothèse, Bette Davis, grande star d'Hollywood, l'aurait proposé parce que son premier mari, Harmon Oscar Nelson, ressemblait lui aussi à ce chevalier. Et le premier à avoir prononcé le mot Oscar, Christophe, dans la cérémonie, c'est Walt Disney, en recevant, en 1934 justement, un trophée pour un dessin animé dont nous connaissons tous la musique. Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir, qui craint le grand Les 3 petits cochons, vous avez reconnu bien sûr, Christophe. Hein ? Pardon, j'imitais le cochon. Voilà, ça vous va très bien. Et en coulisses, Walt Disney signe le Winners Agreement, c'est-à-dire qu'il s'engage à ne pas revendre son prix. Et tous les lauréats ont signé ce contrat, y compris William Wyler, lorsqu'en 1960, il a établi un record historique. Il a remporté 11 Oscars pour Ben-Hur avec Charlton Heston. Grand film. Magnifique, le char. On a tous vu ce film avec la course de char dans le stade. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu 400 000 figurants pour ce film. C'est aussi un record. 400 000, c'est énorme évidemment. Dites-moi, dans cette cérémonie, je suppose qu'il y a eu des buzz, comme on ne le disait pas encore dans le monde d'avant. Hein? Ah oui, il y en a eu quelques-uns. Alors, exemple, en 63, John Crawford reçoit l'Oscar décerné à Anne Bancroft pour Miracle en Alabama. Et au lieu de lui donner son Oscar le lendemain, elle l'a gardé pour elle parce qu'elle se vengeait d'une histoire qu'il y avait entre elles d'hommes. Donc ça s'est terminé par un crépage de chignon. En 85, Laurence Olivier se trompe et il arrive sur scène et au lieu de donner la liste des films nominés, il donne directement l'Oscar. Et l'Oscar du meilleur film. Et il a de la chance parce que le vainqueur, c'était le premier de la liste, par ordre alphabétique, c'était Amadeus. Et puis, en 98, c'est Titanic avec James Cameron qui reçoit un Oscar. Et devant les journalistes, James Cameron s'exclame « Je suis le roi du monde ». C'est une référence, quand on a vu le film, à une réplique de Jack Dawson, mais certains qui n'ont pas vu le film, il y en a quand même, prennent ça au premier degré et ça va faire scandale pendant quelques semaines. Et puis il y a les grands absents, Katharine Hepburn, Woody Allen, qui ont reçu 4 Oscars chacun, ils ne sont jamais venus en chercher un. Il y a Marlon Brando, en 73, qui a envoyé une jeune indienne, Sachin, à sa place pour recevoir son prix pour Le Parrain. Et puis,
il a le grand absent, Christophe. Celui qui n'a jamais reçu l'Oscar qu'il méritait pour son exceptionnelle prestation dans le rôle du passager dans le premier film du cinéma, L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, les Frères Lumière. Ce lauréat manqué, c'est un certain Philippe Bilger. Ah bon? Bah, je savais pas, ça m'aurait étonné. Ça c'est vache. Ça, c'est pas sympa. Mais Jacques, dans le film, il regardait bien le film, ça dure 50 secondes, on voit un passager, il ressemble à Philippe Bilger, jeune. Ah oui? Mais Jacques, c'est une promesse que vous êtes fait à vous-même de proférer une ineptie à chaque fois que vous venez. C'est que vous inspirez Jacques, voilà, c'est ça la réalité, Philippe. C'est normal de parler d'un film de train face à une locomotive. Oh là mais là, il devrait s'occuper des jolies femmes plutôt. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jacques Pessis d'avoir une fois de plus éclairé notre lanterne sur les Oscars. C'était absolument passionnant, franchement. Dans un instant, notre grand débat. Les villes de Rennes, Reims, Créteil lancent une expérimentation qui vise à infliger aux consommateurs de cannabis et de cocaïne une amende de 200 €. L'objectif est de désengorger les tribunaux. Oui, vous avez bien entendu. Alors question, trafic de drogue, les sanctions sont-elles trop légères? 0826 300 300, à tout de suite. Qui vise à infliger aux consommateurs de cannabis et de cocaïne une amende de 200 €. L'objectif est de désengorger les tribunaux. Alors question, trafic de drogue, les sanctions sont-elles trop légères, là pour le coup? 0826 300 300, on vous attend bien sûr. Mon cher Philippe Bilger, vous qui êtes un spécialiste de la justice, quand vous voyez... Non, pas de la drogue. Ah, mais ça je sais pas. Ça, je sais pas, peut-être que si, un peu, on sait pas. On n'est pas dans votre vie en permanence, mon petit Bilger. Attention, attention. Non, mais Christophe, quand j'étais magistrat à Bobigny, évidemment, je me suis beaucoup occupé de très gros trafics de stupéfiants à partir de l'aéroport de Roissy. Et là, les peines étaient considérables et normales. Moi, au fond, cette expérience, je la trouve très positive parce que je préfère une sanction qui peut apparaître indulgente, modérée, mesurée, mais qui est automatique. Je veux dire, à quoi ça rime de garder la législation actuelle alors que pratiquement on n'a pas de condamnation pour l'usage qui induit forcément un petit trafic. Donc je préfère 200 € pour chaque consommateur qui est en infraction, avec la certitude qu'il sera sanctionné, même de manière dérisoire, plutôt qu'à une sorte de chape apparemment sévère, mais qui n'est jamais effective. Alors là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, et Dorido non plus visiblement, il va s'exprimer dans quelques secondes, mais que l'on mélange déjà la cocaïne et le cannabis, déjà rien que ça me pose un problème. Parce que 200 € parce qu'on consomme de la cocaïne quand on sait que c'est quand même une drogue particulièrement lourde et violente. Bien pire que le cannabis, ça c'est pas possible à entendre déjà pour commencer. Et puis deuxièmement, 200 € pour un type qui consomme, c'est que dalle. Et puis troisièmement, comme ça se passe déjà aujourd'hui, les mecs ne paieront pas. Voilà. J'ai résumé, non? Oui, complètement. Et puis alors, ce qui m'interpelle, si j'aurais une question à Philippe Bilger, c'est que j'ai le sentiment que là, finalement, on bascule dans un principe de contravention. Il n'y a plus de passage par la case tribunal, et j'ai le sentiment, quand on est, comme c'est mon cas, Dieu merci, non initié à la chose pénale, j'ai le sentiment que ça banalise en fin de compte le délit, puisque c'est finalement c'est comme un problème de stationnement. On dit bon monsieur c'est pas si grave, on vous met une contravention, voilà, même si le montant est conséquent, je rejoins Bordet, pour 200 € pour quelqu'un qui consomme de la cocaïne, au prix où c'est vraiment dérisoire. S'il n'est pas solvable, effectivement, il ne paiera pas. Ben voilà. Alors que quand même, le fait qu'il y ait ce passage par la case tribunal, j'ai le sentiment que quand même, ça veut dire symboliquement que c'est quand même beaucoup plus grave. Oui. Puis on n'est pas capable pardon, mais on n'est pas capable d'arrêter des mecs qui ont des armes dans les cités et qui font du trafic de drogue aujourd'hui. Alors on va pas être capable de ficher 200 € à un consommateur, hein, je peux vous dire. Moi, je crois que si. Et pour répondre à Jean, au contraire, je dirais, je vois bien le souci judiciaire que vous avez, mais j'aime bien le caractère automatique. Il n'y a pas besoin d'avoir une intention coupable. Et pour Christophe, le cannabis a des effets, on commence à le savoir très
très dangereux. Et bien sûr, on aurait pu souhaiter une distinction avec la cocaïne. Mais en dehors de ça, En tout cas, on va en débattre dans un instant et ça promet un débat intéressant, hein, parce que voilà, on a tous quand même un avis sur la question. Tiens, on va partir du côté de Nice justement avec Stéphane Burgat. Bonsoir. Bonsoir les bébés. Mon cher Stéphane, les violences urbaines, ce n'est pas qu'à Dijon, où nous étions tout à l'heure avec François Rebsamen, mais également à Nice sur fond de trafic de drogue et de guerre de territoire dans un quartier. Hein. Alors, trafic de drogue, certainement, c'est des quartiers qui sont assez connus à l'est de Nice pour ça. Est-ce qu'après, il y a des guerres de gangs de territoire? Là, c'est beaucoup moins sûr. La police reste très prudente sur cette version, sur les tensions même entre communautés, on ne sait pas. Ils ont peur. Ils ont peur, la police a peur. C'est des choses qui n'avaient pas peut-être spécialement enregistrées, contrairement au trafic de drogue qu'il a connu. Par contre, quand on va dans le quartier, là, c'est intéressant. Les Tchétchènes sont assez bavards et ils parlent et ils disent tout simplement ce qu'ils ont voulu faire. Pourquoi c'est monté en température très vite du côté de Dijon, semaine dernière. Enfin, chez nous en tout cas à Nice. C'est qu'ils ont voulu faire le ménage. Ils disent que ce sont des habitants de ces quartiers comme les autres qui n'ont pas de problème avec qui que ce soit, quelle que soit la communauté. Par contre, ils ont un problème avec les dealers qui posent des problèmes, qui sont armés, qui font refléter un certain danger dans le quartier. Et ça, il y a eu un ras-le-bol, il y a eu peut-être un accro. Mais donc ça veut dire qu'à Nice, ce sont aussi des Tchétchènes qui ont fait la loi, quoi. Ils ont fait le ménage. Ils le disent. Ils ont fait le ménage. Comment ils ont fait le ménage? Racontez-nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En allant s'en prendre aux dealers au bas des immeubles, sauf que voilà, c'est passé de représailles en représailles et les dealers étant lourdement armés, ça s'est terminé en coup de feu dimanche soir. 3 personnes du côté de la communauté tchétchène blessées, dont un très grièvement, apparemment en urgence vitale, hein, selon les derniers rapports qu'on pouvait avoir le concernant. Bon, eh bien dis donc. À Dijon, Christophe, au moins la moutarde leur est montée au nez. Hein. Oh là là, alors là, l'almanach Vermouth avec voilà. Bravo, Philippe Binger. On dirait Philippe David. Oui, c'est vrai. Philippe David déteint sur vous, Binger. Comment puis-je aller sur les traces du roi des calembours? Peut-être que Philippe David même est plus drôle, mais c'est pas sûr. Bon, allez, dans un instant, les villes de vraies Rennes. voix sur Sud Radio. Les villes de Rennes, Reims, Créteil lancent une expérimentation qui vise à infliger aux consommateurs de cannabis et de cocaïne une amende de 200 €. L'objectif est de désengorger les tribunaux. Question trafic de drogue, les sanctions sont-elles cette fois trop légères? 0826 300 300, à tout de suite pour en débattre. Sud Radio, c'est vous qui... Dit manifestation des soignants, manifestation qui se passait bien, mais ça n'a pas duré très longtemps puisqu'elle a été largement perturbée par des black blocs, incendie de poubelles, jet de projectiles contre la police. Là, cette fois, on peut le dire, hein, voilà, le couvercle est levé. C'est le bazar complet dans ce pays. Où est l'ordre? Où est le ministre de l'Intérieur? Où est la République? Où est la police? Que fait la police? Bonsoir, Christophe Crépin de France Police. Bonsoir, Christophe. Merci d'être avec nous. Que fait la police? Que fait la police cet après-midi à Paris? Moi, j'ai vu des images, je vais vous dire, je n'en revenais pas. Certes, il y a des black blocs, il y en a 250 ou 300 qui font face à la police. Et je vois des policiers qui courent comme des poulets sans tête au milieu de tout le monde. On ne sait pas comment ils gèrent la sécurité. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je ne veux pas vous mettre en cause absolument, mais j'avoue que là, on sent bien que les policiers ont été dépassés cet après-midi. Alors, moi, je voulais faire une aparté très importante. Les individus que nous avions en face de nous, c'était pas des soignants ni des gens qui avaient des revendications. Mais on est d'accord. Avec lesquels on est d'accord. On est sur des gens qui ont l'habitude de ce genre de problématiques, qui viennent se greffer dans les manifestants. Donc, nous avons fait notre travail avec le professionnalisme que nous devons avoir. À savoir, nous avons pour vous essayé d'écarter ces 10 black blocs ou gilets, enfin bon, tout ce qu'on veut, ces perturbateurs hyper dangereux, hyper structurés, des manifestants qui avaient des revendications légales. On les a fait par le biais, on a ajouté des grenades lacrymogènes pour justement les disperser. On a eu un coup de chance, et qu'en plus il s'est mis à pleuvoir, ce qui fait que les soignants ont pu partir. D'ailleurs, M. Pelou, qui, je tire mon chapeau, a pris ces gens, ils sont partis. Après, c'est greffé les individus. Parlez bien dans votre téléphone, ça coupe. Parlez bien dans votre téléphone, ça coupe, Christophe Crépin.
Excusez-moi. Alors, M. Pelou a pu prendre des soignants et partir. Heureusement, on a eu de la chance qu'il a plu. Et on a des individus très structurés et très dangereux qui s'en sont pris à des cars, qui ont mis le feu à des voitures, d'ailleurs en l'occurrence une voiture handicapée, et qui ont blessé très sérieusement un de mes collègues. Un de mes collègues est tombé à terre, ils se sont acharnés sur mon collègue. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous dites, le couvercle est levé et la cocotte minute, elle déborde. Et vous me parlez du ministre de l'Intérieur, ma parité syndicale demande son remplacement. On ne peut plus laisser le ministère de l'Intérieur sans avoir un capitaine qui ait les coudées franches. Pour être clair, cette manifestation des soignants, est-ce qu'elle avait été bien préparée par les forces de l'ordre et par la préfecture de police? Moi, je me pose la question quand même. Quels sont les ordres? Quels sont les ordres? Les ordres sont toujours les mêmes. Le préfet de police qui essaye de faire ce qu'il peut. Moi, je vais pas tirer un boulet rouge sur le préfet de police. C'est pas mon travail. Il nous donne comme instructions qui sont claires, et je pense qu'il a raison, c'est d'éviter les amalgames d'individus qui vont venir au contact des policiers pour éviter la casse. Parce que vous voyez bien que systématiquement, quoi que l'on fasse, on est montré du doigt. Les policiers n'en peuvent plus. Les policiers sont à bout. Ils sont utilisés que pour du maintien de l'ordre. On est bien loin des missions régaliennes qu'on doit avoir et auprès de la population. Les doléances de ces gens, ils sont légales. Vous avez des individus qui viennent se greffer sur les doléances de ces gens. Monsieur Pelou, il l'a dit. J'ai discuté avec lui. Il l'a dit que maintenant, quand il y aurait des manifestations, il y aurait des services d'ordre un peu plus musclés. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il faut que chaque manifestant, chaque manifestation organise son propre service d'ordre en plus de la police, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus manifester dans ce pays. Pierre-Henri Dumont, vous êtes avec nous, bonsoir, député Les Républicains, merci d'être là. On va parler de cette amende pour les consommateurs de cocaïne et de cannabis dans un instant, mais là, ce qu'on a vu cet après-midi à Paris, c'est la chienlit. Ça s'appelle la chienlit. Il n'y a plus personne qui commande rien dans ce pays. C'est en effet la chienlit. C'est la chienlit à quelques mètres de l'ensemble du gouvernement qui était rassemblé à l'Assemblée nationale, puisque les heures se sont passées invalides et que le Premier ministre et son gouvernement étaient à l'Assemblée nationale au même moment. Et ça pose une question sur est-ce qu'on peut aujourd'hui manifester en France sans avoir de débordement, sans avoir de heurts? Non. Et la réalité, c'est que ça avait déjà commencé un petit peu avant Emmanuel Macron, mais ça s'est surtout amplifié sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et le meilleur preuve, c'était au moment des Gilets jaunes. Quand le 17 novembre, les Gilets jaunes ont manifesté pacifiquement sur les ronds-points, ils n'ont rien eu, même pas un mot de compassion, d'égard de la part du président de la République. Par contre, quand les Gilets jaunes et certains groupes à côté ont saccagé les Champs-Élysées début décembre, c'est là où Emmanuel Macron a lâché plusieurs milliards d'euros. Et donc c'est bien la meilleure preuve qu'aujourd'hui en France, ce qui est dans l'esprit des manifestants et de certains manifestants en particulier, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut avant tout casser et non pas revendiquer pacifiquement. Moi, ce que j'entends de l'intervenant précédent, c'est ce que je retiens, c'est quoi qu'on fasse, on est encore pointé du doigt en tant que policier. Et ce sentiment, c'est que lâché par la hiérarchie, lâché par Christophe Castaner, qui, il y a quelques jours, a priori, d'après ce qui est sorti dans un journal, avait proposé que, symboliquement, les policiers mettent genoux à terre dans la cour de la préfecture de police de Paris. Et les policiers de terrain se sentent, et c'est ce qu'ils me disent moi, en référence à l'affaire George Floyd aux États-Unis. Les policiers sur le terrain se sentent totalement abandonnés et du coup n'osent plus appliquer ce pourquoi ils ont été formés, ce pourquoi ils sont payés, à savoir maintenir l'ordre républicain en France, et arriver à des extrémités, à savoir que l'ordre dans les manifestations sera assuré non plus par la police républicaine ou la gendarmerie républicaine, mais bien par les services d'ordre privés des syndicats, des manifestants. Ça pose un réel sujet. C'est pas la première fois. Hein. Non, c'est-à-dire que là, c'est pas un complément de la police nationale. Là, c'est pour remplacer une police nationale qui ne veut plus, a peur, dans certains cas, peur d'intervenir, par peur des réprimandes et du manque de soutien de sa hiérarchie. Castaner, faut qu'il parte. Nous, c'est ce qu'on demande depuis plusieurs mois. Castaner n'a absolument rien à faire. Dès le premier jour, il n'avait rien à faire là. Il a montré son inefficacité. Il n'aime pas la police, Castaner. Il n'aime pas les policiers, à votre avis? Je ne sais pas s'il n'aime pas la police, mais il avait un symbole très, très fort. C'est qu'il avait proposé, pour prendre la direction de la police nationale, il avait proposé un gendarme. Ça prouve bien qu'il y a, de la part de Christophe Castaner, une volonté de ne pas faire confiance dans la police nationale. Et c'était une preuve de défiance supplémentaire vis-à-vis de la police. Et tous ces propos qu'il a eus depuis quelques semaines, depuis l'affaire George Floyd et ses répercussions en France, avec la résurgence de cette affaire Adama Traoré, prouve bien qu'en réalité, alors qu'il devrait être le bouclier des hommes de terrain, c'est un bouclier qui est plus que fissuré,
qui est totalement poreux et qui expose en première ligne les policiers, les gendarmes, toutes les forces républicaines de sécurité qui sont face à certains manifestants qui, en effet, malheureusement, sont infiltrés par les Black Blocs et d'autres mouvements extrémistes. Allez, dans un instant, on va parler des mesures prises dans plusieurs villes. Les villes de Rennes, Reims et Créteil qui lancent une expérimentation qui vise à infliger aux consommateurs de cannabis et de cocaïne une amende de 200 €. L'objectif est de désengorger les tribunaux. Question trafic de drogue, les sanctions sont-elles vraiment trop légères cette fois? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où pour le moment la réponse est oui, et c'est un grand oui, oui à 88%. Allez, à tout de suite avec nos invités et les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Avec les gîtes de France des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, visitez les sites merveilleux du golfe du Morbihan et de ses îles. Parcourez la côte de Granit Rose. Inoubliable. Découvrez la forêt de Brocéliande et la légende du roi Arthur. Magique. Visitez la cité corsaire de Saint-Malo et les remparts de Dinan. Historique. Pour un séjour inoubliable en Bretagne, en toute sécurité, choisissez la qualité et l'authenticité des gîtes de France des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Réservation sur mygitebreeze.com. Cet été, partez en vacances avec Odalis. Envie de mer, de montagne, de grands espaces? Odalis Vacances, c'est plus de 250 résidences et campings mobil-home partout en France. Des hébergements spacieux et équipés pour séjourner en toute sécurité. Et la garantie de réserver 200% serein grâce à notre offre annulation gratuite. Découvrez nos offres sur odalis-vacances.com. Sud Radio, dans les Landes, à Dax, sur 103.9. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai une nouvelle. Une bonne j'espère. Ah ben non patron, désolé, mais en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes. 79 centimes le concombre? Ah oui patron, et origine France en plus, hein. Ah, de quoi me faire craquer. Alors ça c'est le pompon. Moi aussi je vais craquer. Vous êtes mal quand même, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Pour l'information de tous, les gestes barrières et les distances de sécurité sont affichés clairement. Les respecter, c'est se protéger. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio, les vraies voix reviennent dans un instant. Le nouveau Honda CR-V hybride vous fait rêver? Venez le découvrir chez Honda Toulouse et Montauban. Étonnamment spacieux, fiabilité exceptionnelle, sécurité avancée, sobriété. Le CR-V hybride dont les batteries se rechargent en roulant est le SUV le plus populaire au monde. Venez l'essayer. En ce moment, profitez de prises exceptionnelles sur une sélection de 20 CR-V hybrides neufs et de direction disponibles de suite. Honda Toulouse et Montauban, premier distributeur Honda d'Occitanie. Retrouvez-nous sur honda-toulouse.com et honda-montauban.com. Eurorépar. Redémarrer à prix malin avec Eurorépar. Jusqu'au 31 août, le pneu Eurorépar Reliance est à partir de 39,99 € dans tous les garages Eurorépar participants. Et en plus, votre garage Eurorépar assure le nettoyage des zones sensibles de votre véhicule. Eurorépar, pour redémarrer à prix malin. Eurorépar, plus de 1400 garages. Entretien et réparation de véhicules toutes marques. Modalité sur eurorépar.fr. Eurorépar. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Le grand débat des vraies voix. Les villes de Rennes, Reims, Créteil lancent une expérimentation qui vise à infliger aux consommateurs de cannabis et de cocaïne une amende de 200 €. L'objectif est de désengorger les tribunaux. Question trafic de drogue, les sanctions sont-elles trop légères? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où ça augmente, hein, toujours le oui qui l'emporte, mais on passe de 88 à 91% de nos auditeurs qui veulent plus de sanctions. Pierre-Henri Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Pierre-Henri Dumont, député LR, est toujours avec nous, ainsi que Farid Gueiwesh, fondateur de Cannabis sans frontières. Merci d'être avec nous, Farid. Merci à vous de m'inviter. Bonsoir à tous. Et initiateur de la marche mondiale pour la légalisation du cannabis. Alors Farid, tiens, je m'adresse d'abord à vous. Des amendes de 200 € pour les consommateurs de cannabis. Est-ce que ça va vous dissuader de consommer, tiens, vous par exemple? Non, je crois pas, mais par contre, c'est vrai qu'on a l'impression de se faire raqueter quand même, et c'est horrible parce qu'on aurait pu avoir une forme de dépénalisation intelligente, et aujourd'hui, on va peut-être avoir une forme de surpénalisation des consommateurs, et ça, c'est dommageable parce que ça ne risque pas d'endiguer le trafic et encore moins la consommation. Alors, pour le cannabis, en tout cas, bon, 200 €. Honnêtement, quand vous achetez du cannabis, vous arrivez vite à 200 €. Donc là, une amende de 200 €, c'est rien.
Oui, mais alors, si on veut vraiment protéger la jeunesse, c'est pas en lui raquettant 200 € qu'on va arriver à la protéger, parce que la logique va vouloir que, malheureusement, pour se refaire une santé financière, eh ben, il faudra peut-être à nouveau trafiquer d'autres substances. Donc, en fait, on ne fait que renforcer le problème, et surtout, moi, je trouve dommageable, terrible pour la République, que la police devienne aussi la justice, et qu'on supprime le rôle du juge à ce niveau-là, et qu'on continue à vouloir maintenir cette forme de répression qui est un échec patent en France, puisqu'on voit que la consommation des jeunes ne cesse d'augmenter, alors qu'en Hollande ou au Portugal, où on a des formes de dépénalisation intelligentes, depuis 40 ans, on a réussi à endiguer le problème en Hollande. Depuis 20 ans, on a réussi à le faire au Portugal. Pour toutes les drogues, et c'est bien que vous mentionnez que cette contravention concerne tous les usages de stupéfiants, et pas uniquement la cocaïne et le cannabis. L'ecstasy et l'héroïne aussi sont concernés. Et à ce niveau-là, je pense que le gouvernement fait fausse route. D'ailleurs, est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on mette sur le même plan, avec cette amende de 200 €, eh bien, le cannabis et la cocaïne, par exemple, qui peut être considérée comme une drogue beaucoup plus forte, évidemment? Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, les médias ont présenté ça comme une forme de dépénalisation du cannabis, et que cette contraventionnalisation allait concerner que les usagers de cannabis, et en fait, il s'agit de la politique de stupéfiants, et donc c'est tous les stupéfiants qui sont concernés. Non, je suis pas choqué, mais à la fois, je vois très bien que les gendarmes et les policiers qui jusqu'à présent faisaient la chasse aux trafiquants et voulaient remonter les filières en arrêtant les petits consommateurs, aujourd'hui, ils sont en échec, ils vide l'océan à la petite cuillère, mais quelque part, en faisant porter le fardeau sur les petits consommateurs, on laisse les coups des franches pour les grands acteurs du trafic. Non mais attendez, juste une chose quand même. Personne ne vous oblige à consommer du cannabis. Personne ne vous oblige. Pardon. Parce que bon, moi je veux bien entendre ce que vous dites, mais personne ne vous oblige. Vous pouvez vivre sans ça, et ça se passera très bien aussi, hein, vous savez. Personne n'oblige quiconque à boire du vin non plus, hein, pardon. Personne ne vous oblige à boire du vin, mais pourtant, lorsque vous allez chez des amis, vous aimez leur apporter une bonne bouteille, et vous aimez choisir parmi les crus, et vous aimez choisir parmi non seulement les crus, mais aussi les chais, et c'est ça l'important qu'il faut aujourd'hui mettre en avant, c'est qu'il existe en France une culture de la consommation du cannabis. Mais pardon, mais s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de vendeurs non plus, hein, en même temps. Ah ben écoutez, moi je veux bien, mais si vous voulez mettre 5 millions de gens en prison, parce que c'est à peu près les statistiques officielles de nombre d'usagers... Il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Non, mais moi je veux pas m'en réjouir. Je trouve que ces statistiques sont alarmantes. C'est une société qui s'écroule sur elle-même. Et ça en fait partie. Non, je crois pas, parce que là, ce que vous dites, en Hollande, il y a longtemps qu'on en aurait vu, on aurait vu la société hollandaise s'écrouler. Et aujourd'hui, en Californie, ils ont légalisé. C'est la 7e économie du monde, et je pense pas que les GAFA vont pâtir de cette nouvelle politique. Non, il s'agit de regarder la réalité en face, monsieur, et d'avoir des arguments rationnels pour pouvoir mieux communiquer à l'égard des consommateurs et avoir une meilleure prévention. Et pour mieux prévenir et améliorer la santé des usagers, il vaut mieux leur garantir la qualité des prix, la qualité des produits, et pour cela, il faut réguler. Il faudrait réguler au même niveau que l'alcool et le tabac, avec un certain nombre de contraintes pour que les consommateurs puissent être protégés. Il n'empêche, vous pouvez toujours parler de qualité des produits, il n'empêche que les conséquences pour les gens qui fument beaucoup, elles sont bien présentes. Et elles sont négatives, voilà, sur leur santé. Oui. Voilà. Et après, qui c'est qui paye ça? Pardon, mais c'est quand même la sécurité sociale, et une fois de plus, c'est quand même la société. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, à mon avis, hein, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez, au final, c'est négatif. Au final, ce n'est que négatif. Voilà. Mais c'est la même chose pour l'alcool. C'est pas le problème. C'est la même chose. Je suis d'accord. C'est la même chose. Allez, Pierre-Henri Dumont, quel est votre sentiment par rapport à tout ça? Moi, mon sentiment, c'est qu'on prend le problème à l'envers. La réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on met une contravention de 200 € sur l'usage de stupéfiants?
c'est parce qu'on n'arrive pas à juger tous ceux qui sont envoyés devant les juridictions et que ça encombre les juridictions. C'est l'argument qui avait été utilisé par le gouvernement pour expliquer que justement il fallait passer à un système de contravention. Donc du coup on a un système qui est totalement hybride où on dit que bon, il y a toujours l'amende forfaitaire à 200 € qui est ajoutée pour tout usage de stupéfiants, mais ça n'empêche pas que c'est toujours passible d'1 an de prison, de 3 750 € d'amende selon le type de consommation. Bon, on prend le problème à l'envers. La réalité, c'est qu'il faudrait donner plus de moyens à la justice, qu'il faudrait faire en sorte de pouvoir aussi diminuer les taux de consommation de cannabis, parce que votre intervenant précédent a eu raison de signaler que la France est le premier pays consommateur de cannabis en Europe et que ça pose un vrai sujet. Moi, ce que je trouve formidable, c'est quand on écoute ces gens-là, on a l'impression qu'il faudrait être fier de ça. Non, mais il faut surtout pas en être fier. C'est là que je me dis, on marche sur la tête. C'est là où le pays va à volo. Mais on tombe dans un système où on est en train d'encourager ce qui est délictueux. Et il faut quand même se rendre compte que quand on a un gamin de 14-15 ans, des débiles. Quand on a un gamin, et c'est ça, quand on a un gamin de 14-15 ans qui commence à prendre un joint parce que c'est fun, parce qu'il est en soirée, derrière, il va devenir un consommateur régulier. Ça va entretenir évidemment tous les trafiquants de drogue qu'il peut y avoir. Et on voit aujourd'hui ce que ça crée au niveau des trafics de drogue dans certaines cités, ce qu'on a, les guerres entre les Tchétchènes et les Maghrébins à Dijon, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ou dans certaines villes du sud de la France. Et vous allez quand même pas... Attendez, Pierre-Henri Dumont, vous allez quand même pas oser dire que le trafic de drogue sert le trafic d'armes et les guerres. J'oserais jamais dire ça. Jamais, c'est faux. Jamais dire ça. Mais c'est faux. Et évidemment, tous les complices. Et évidemment que tout ce qu'il y a aujourd'hui, les armes à feu, les AK-47 qui sont brandies, sont des armes factices et des airsoft. Vous êtes complices. Et il faut bien se rendre compte que la légalisation du cannabis entraînerait de toute façon une consommation qui serait au minimum celle qui est actuellement en vigueur en France et inciterait d'autres personnes à aller consommer des drogues beaucoup plus dures, l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy. Et d'ailleurs, le fait de mettre sur un même plan la cocaïne, le cannabis et l'ecstasy, ça, avec cette amende de 200 €, ça montre bien que dans l'esprit des jeunes qui vont consommer, ils vont dire attendez, c'est 200 € d'amende que je prenne un joint ou que je prenne 1 gramme ou 2 grammes de coke, et donc ça se met sur un même plan et ça va inciter encore plus les jeunes à consommer avec des effets cognitifs extrêmement graves quand leurs cerveaux sont en formation. Allez, on va donner la parole aux vraies voix pour voir ce qu'elles en pensent. Le docteur Dorido d'abord. Écoutez, je pense que c'est vraiment regrettable d'avoir un tel problème de drogue en France, parce que c'est quand même ça, vous l'avez dit, Bordet, il y a un vrai souci de consommation de stupéfiants dans ce pays. Vous évoquez la cocaïne, le cannabis et l'ecstasy. Il y a aussi la kétamine, il y a le GHB, il y a des produits. Mais avec un État qui est complice. Il faut le rappeler encore une fois, avec un État complice. Le fait de pénaliser le client, ça ne marche pas. Il faut s'en prendre au trafic, il faut s'en prendre à l'argent de la drogue, et il faut donner bien sûr les moyens au pouvoir public de faire le nécessaire sur la culture du vin, la culture de je ne sais quoi. La vie est meilleure sans drogue, et il est important de protéger notre jeunesse. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont trop faibles. J'entends monsieur qui rit. Maintenant, voilà, moi, c'est mon métier. J'ai toute la journée des personnes qui sont prises dans la dépendance du produit, parce qu'il faut dire que ce sont des produits qui créent une dépendance. Ça veut dire que le consommateur, au bout d'un moment, il n'est plus libre. Il n'a plus le choix. C'est comme le tabac. Il est obligé d'y retourner. Et on a amorcé quand même, Dieu merci, une espèce d'élan comme ça qui va vers de moins en moins de drogue. On le fait avec le tabac, on le fait avec l'alcool. On voit bien que les Français consomment de moins en moins. Ils consomment dans des moments choisis. Et la vie est meilleure sans drogue. Il faut protéger notre jeunesse, parce qu'on a effectivement, Bordet, vous l'avez dit, on a une jeunesse qui est vraiment en première ligne et qui souffre énormément de ces problèmes de stupéfiants. Ça, c'est un fait. Laura Tenouji. Oui, mais je pense qu'effectivement, le fait de sanctionner le consommateur, c'était vraiment pas la bonne idée. Et vous parliez de la cigarette et de l'alcool. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, la France ne dépénalise toujours pas le cannabis, puisque cet argent, il va directement à des trafiquants. Et donc, si demain c'était dépénalisé, qu'est-ce qui se passe? Au moins, l'État récupérerait l'argent, en tout cas une grande majorité de l'argent de la vente du cannabis, et ça servirait même pour la lutte et à renforcer les moyens. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne fait rien.
Et je pense que cette contravention, c'est encore un effet de com'. De toute façon, en France, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on dit ah ben on va sanctionner le consommateur. On fait une amende, oui. C'est comme ça que ça marchera. Alors si on raisonne comme ça, il faudrait aussi rouvrir les maisons closes parce qu'il y a un vrai souci de proxénétisme en France. Donc ça ferait de l'argent. C'est une piste, effectivement. Rouvrons les maisons closes. Business. Vendons de la drogue. Mettons des maisons de jeux, des casinos au-delà des villes d'eau. Mettons des jeux de partout. Essayez d'avoir un Farid, allez-y. Docteur, s'il vous plaît, vous parliez du circuit de la récompense et de l'addiction et de ce phénomène de dépendance. Tout le monde est sujet à ça. Aujourd'hui, les écrans et les applications comme Facebook nous rendent aussi fous et dépendants. Et il n'y a pas que les drogues pour se faire du plaisir. Mais par contre, il y a un moment, il faudrait avoir des arguments rationnels et poser les choses telles qu'elles sont. La drogue la plus dangereuse et qui cause le plus de dégâts à la société et de conséquences pour la Sécu, le budget de la Sécu, c'est l'alcool. C'est une drogue légale et c'est une drogue qui est parfaitement intégrée culturellement, avec laquelle on arrive en tant que parents à prévenir des dangers de l'alcool auprès des enfants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le cannabis. Et quand vous faites le lien avec les violences policières à Dijon, eh bien en fait ici on voit là les prémices de ce qui se passe aussi dans les quartiers nord de Marseille ou ailleurs, c'est-à-dire la société mexicaine ou colombienne où les règlements de compte entre bandes s'effectuent à base d'armes de guerre, en prenant même pas en compte l'environnement dans lequel du territoire et en faisant des victimes collatérales, souvent des victimes innocentes. Et c'est là où à un moment il va falloir être un peu plus sérieux dans notre argumentation. Est-ce que oui ou non on veut, comme le disait Madame Tanucci, reprendre une partie de cette manne financière qui profite uniquement aux grands criminels et aux grandes organisations mafieuses, ou est-ce que l'État veut à un moment vraiment protéger la santé de ses citoyens, des consommateurs, et donc reprendre la main et faire Philippe Binger. On va écouter Philippe Binger. C'est-à-dire, feignons d'organiser le mal qu'on ne peut pas empêcher. C'est assez comique. Organiser le mal qu'on ne peut pas empêcher. Absolument, c'est assez comique d'entendre ça. Je suis épaté. Mais Farid, si vous le permettez, organiser je suis surpris par votre... Est-ce qu'on pourrait organiser le bien? Ça serait pas mal quand même. On n'est pas forcément des imbéciles quand on n'est pas de votre avis. D'abord, premier point. Deuxième point, les trafics importants jusqu'à nouvel ordre sont poursuivis et j'en ai connu qui faisaient l'objet d'une répression considérable. L'amende, en ce qui concerne le cannabis et la cocaïne, c'est une sanction qui est faite sur l'usage au quotidien de la drogue dès lors qu'on ne porte pas sur cet usage un regard complaisant et équivoque comme vous le faites. Et deuxième élément, l'amende offre l'avantage, à mon avis, mais ça peut être discuté, de nous sortir de la discussion théologique sur la légalisation ou non. C'est une infraction qui appelle pour l'usage quotidien. Et l'usager n'est jamais seul. Il induit toujours un petit trafic. Et donc c'est très important, me semble-t-il, d'aller vers cette voie, non pas pour désengorger la justice, parce que ça c'est absurde, mais tout simplement pour en quelque sorte avoir des sanctions, même minimes, qui sont assurées. Ouais. On termine avec vous, Pierre-Henri Dumont. Une question très, très simple. Est-ce que le trafic de drogue en France a encore de beaux jours devant lui ? Manifestement. Puisque c'est tellement formidable. Manifestement. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la réalité, c'est qu'on va pas taper tous les usagers. On va juste taper le petit lycéen à la sortie de son lycée qui se roule son joint, tandis que le grand consommateur qui, lui, est dans sa maison, son appartement, dans son lieu privé, ne sera pas attaqué par la police et n'aura jamais d'amende. Parce que, par définition, la police ne peut pas y rentrer. Ce qu'on peut dire sur ça, c'est qu'en effet, le trafic de drogue a forcément des beaux jours devant lui, parce que si la porte d'entrée devient d'une certaine façon légalisée, puisqu'on ne va plus devant le juge. Non, mais après, il y a aussi la question de savoir est-ce que la police lutte assez contre ces trafics de drogue? Et surtout, est-ce qu'elle a les moyens de lutter contre les trafics de drogue? Mais la réalité, on va être très clair, c'est quoi? C'est que on a décidé de fermer les yeux sur ce qui se passait dans certains quartiers, dans certaines périphéries, et pas simplement des grandes villes, comme on peut le voir sur des villes de province aujourd'hui, comme Dijon, comme Besançon,
où on sait manifestement qu'il y a du trafic, où c'est des cités ou des endroits où les policiers n'ont même plus le droit de rentrer, où les pompiers, quand ils doivent venir avec beaucoup de forces de police supplémentaires pour porter secours à des personnes qui sont à l'intérieur. Et on a en quelque sorte, depuis des dizaines d'années, acheté la paix sociale dans certains territoires de la République en fermant les yeux sur le trafic de drogue. Et évidemment, ça a fait exploser le nombre de consommateurs de drogue. Je le répète, la France est le premier pays pour la consommation de cannabis. Et quoi qu'on fasse, qu'on mette une amende, qu'on décide de légaliser ou qu'on décide de continuer avec le système qui était précédemment en place, on a toujours ce phénomène et ça doit s'attaquer au niveau de la racine du mal. La racine du mal, c'est reconquérir les territoires perdus de la République dans certains quartiers. En tout cas, c'est sûr que c'est un sujet dont on pourra redébattre, parce que évidemment, ça suscite beaucoup d'arguments, d'émotions aussi, et c'est normal. Voilà. Allez, la fin de notre débat. Les vraies voix. Les villes de Rennes, Reims, Créteil lancent une expérimentation qui vise à infliger aux consommateurs de cannabis et de cocaïne une amende de 200 €. L'objectif est de désengorger les tribunaux et cette question trafic de drogue. Les sanctions sont-elles trop légères? Les réseaux sociaux avec vous, Philippe Rossi. Et oui, et score final sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand oui à 89%.